À toutes et à tous. Donc bienvenue pour cette troisième table ronde sur les enjeux de la cybersécurité en environnement industriel. Donc on va essayer de parler de cybersécurité et de sûreté, finalement, parce que c'est visiblement l'enjeu surtout majeur dans les usines, la sûreté. Et donc finalement, est-ce le même combat ou est-ce des combats séparés? Donc dans un monde où les menaces évoluent et se diversifient, la cybersécurité et la sûreté physique ne peuvent, nous semble-t-il, être pensées séparément. Les attaques hybrides mêlant intrusion numérique et sabotage physique sont devenues une réalité pour de nombreuses entreprises industrielles. Un système informatique peu compromis peut ouvrir la voie à une intrusion physique, tout comme une faille dans la sûreté peut offrir une porte d'accès aux organisations cybercriminelles. Et donc, face à ces enjeux, comment repenser la protection des infrastructures? Faut-il fusionner les deux approches ou simplement mieux les coordonner? Quels sont les scénarios d'attaque les plus redoutés et comment s'en prémunir? Peut-être est-il temps d'adopter une vision globale de la protection des sites industriels et de briser les silos entre ces deux disciplines. Bref, autant de questions auxquelles on va essayer d'y répondre. Alors, moi, je suis Fabrice Bru, je suis directeur cybersécurité et président du CESIN, qui est un club d'experts en sécurité de l'information et du numérique, qui est composé d'à peu près 1200 RSSI ou managers de la cybersécurité dans les entreprises. Nous sommes une vision, on dit souvent, du côté des clients. Voilà. Et pour animer cette table ronde, donc, je serai accompagné de Nicolas Depellouan, qui est responsable de la sécurité des systèmes d'information au sein du groupement Mousquetaire. Je serai accompagné de Camille Leroy, qui est consultante cybersécurité au bureau Veritas. Et je serai accompagné de Jean-Marc, qui est responsable sécurité des systèmes d'information adjoint du groupe EDF et anciennement responsable de la cybersécurité ou de la sécurité des systèmes d'information industriels du parc nucléaire. Voilà. Donc, sans transition, enfin j'essaye. Alors, sans transition, en fait, je vais commencer par toi, Jean-Marc. Première petite question. Faut-il opposer la sûreté et la cybersécurité lorsqu'il s'agit de garantir la résilience de la chaîne de prod? Alors, on va avoir un petit problème de micro, il va falloir qu'on se le passe. Mais Jean-Marc, puis Camille. Très bien, bonjour à tous. Faut-il opposer la sûreté à la cyber? Alors, c'est une question quand même pas si simple que ça. Faut pas les opposer. Aujourd'hui, on est obligé de faire avec. Il faut absolument prendre en compte la cyber dans nos architectures et dans la security by design. C'est donc très complémentaire. Alors une fois qu'on a dit que c'était complémentaire, il y a plein d'autres choses qui peuvent apparaître dans cette approche. C'est comment fait-on pour gouverner la sûreté quand on parle de cyber? Et pour le coup, à EDF, on a toute une démarche spécifique de défense en profondeur qu'on pourra peut-être développer par la suite. En tout cas, on a eu des exemples d'attaques cyber sur nos systèmes industriels, alors sans forcément faire un focus sur le nucléaire, même si c'est ma prédilection première. On a à EDF des sites éoliens, des sites photovoltaïques, des barrages hydrauliques, etc. On a eu des attaques cyber dans le monde physique, sur des caméras de surveillance dans le cadre de la surveillance des sites. Et on a en parallèle parfois des attaques logiques sur des systèmes industriels, par le biais des air gaps. Et donc la combinaison de ces attaques fait qu'aujourd'hui, si les systèmes industriels ne sont pas durcis et si on n'a pas pris en compte la cybersécurité versus la sûreté, on se rend compte qu'on peut très vite avoir des difficultés sur la sûreté de fonctionnement. Donc du coup, toute cette approche est intégrée dans notre gouvernance et on veille à ce que nos fournisseurs respectent un peu les règles de l'art qu'on s'est fixées dans le domaine de la sûreté et de la cyber. Voilà Fabrice, je ne sais pas si ça correspond à tes attentes en termes de réponse, mais oui, en tout cas chez moi c'est comme ça que c'est vécu. Pour moi, mais voilà. Camille? Oui, bonjour à tous. Un autre exemple, on l'a vu ces derniers temps, c'est sur les gazoducs et aussi les câbles sous-marins. Il y a eu pas mal d'attaques de type ransomware et aussi du sabotage physique. C'est un autre bon exemple qui prouve que la détection de ces attaques et aussi la limitation de leur propagation, ça peut être limité par de la sûreté physique, par ce type de mesures qui sont mises en place particulièrement dans le contexte actuel. Nicolas? Non, je faisais juste une petite remarque à mes camarades du fond pour montrer que pour une fois, j'étais plus grand que toi. C'était juste ça.
Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on peut pas, enfin je rejoins ce qui vient d'être dit, on ne peut pas dissocier les deux, mais l'enjeu c'est comment on les fait collaborer. Je pense qu'on va en reparler. Comment on les fait collaborer, comment on s'assure que la cyber est bien intégrée dans toutes les phases. Jean-Marc disait que voilà, il y a Security by Design. Et c'est donc Security Since Design. C'est-à-dire que dès qu'on est dans la phase de conception, c'est pas tant la conception apporte la cybersécurité, mais c'est dès la phase de conception, on doit prévoir la cybersécurité et la sûreté dépend de la cybersécurité. Donc on peut clairement pas dissocier les deux. L'enjeu, c'est de faire travailler les deux équipes ensemble parce que je suis pas sûr qu'on puisse en revanche les fusionner. Merci Nicolas. Et du coup, en fait, donc la question c'est, vous avez commencé plus ou moins à y répondre, mais donc est-ce qu'il faut fusionner ou est-ce qu'au contraire, on parle plutôt d'une meilleure coordination? Oui, alors fusionner, non, on ne peut pas fusionner les deux domaines, mais c'est très clairement complémentaire et il faut effectivement tout faire pour que la cyber soit considérée comme une ligne de défense de la sûreté. C'est extraordinaire. Donc, quand on dit ça, ça veut dire que quand on a des systèmes qui opèrent dans le monde physique, l'enjeu est bien de faire en sorte que ces systèmes soient protégés pour des raisons de sûreté de fonctionnement, mais surtout aussi pour des raisons de cybersécurité. Et comme vous le savez, dans la sûreté, les systèmes sont souvent redondés. Et un attaquant, aujourd'hui, il sait porter atteinte à un système redondé, ne serait-ce que par ses données de configuration. Et quand vous faites des introductions de données dans des systèmes de contrôle-commande, les intros se font sur une première voie, puis sur une deuxième voie. Mais si la source n'est pas intègre, forcément, vous compromettez directement le fonctionnement de la sûreté. Et par effet rebond, on voit bien que c'est complémentaire et il faut absolument prendre les deux en compte. Donc nous, à EDF, en tout cas, tout est checké au titre de la cyber. Et la cyber est une ligne de défense de sûreté dans nos approches graduées. Nicolas ? Pour compléter, alors je pense qu'effectivement le monde d'EDF ne peut pas être transposé dans toutes les industries, on n'a pas tous la même taille, mais je pense que l'approche doit être malgré tout alignée, doit être similaire, notamment quand on se fait construire un système industriel qui intègre un système de contrôle industriel, donc la partie automatisme, contrôle commande, etc. Il est clair que parfois on n'a pas la main de façon détaillée sur la conception, on peut acheter ne fût-ce qu'une machine-outil, on peut récupérer un équipement qu'on n'a pas conçu ou sur laquelle on n'a pas pu imposer des choses. C'est un enjeu majeur et le traitement dans ces cas-là consiste à être présent dans les phases d'appel d'offres, consiste à s'assurer que le choix des fournisseurs intègre cette cybersécurité au profit de la sûreté de fonctionnement et donc que finalement quand on raisonne sûreté de fonctionnement, on a conscience que la cyberattaque, c'est l'une des rares pannes avec des guillemets bien sûr, qui peut amener une panne globale d'un système, y compris les systèmes de safety, les systèmes de sûreté de fonctionnement. Cet aspect-là n'est pas toujours intégré par les intégrateurs ou pas toujours intégré par les industriels qui fabriquent des systèmes de contrôle industriel. Donc il y a un vrai enjeu de présence des équipes de cybersécurité dans les cahiers des charges. Parfois, ça veut dire rédiger à l'avance un closier qui contient tout ce qu'on voudrait voir apparaître dans un cahier des charges ou dans un contrat, de façon à ce que cet aspect-là n'arrive pas après la bataille. La cybersécurité après la bataille, c'est une bataille perdue. Camille ? Oui, juste pour rajouter, en effet, on voit à quel point les deux sujets sont de plus en plus entremêlés. Chez Bureau Veritas, on a la chance d'avoir une expertise industrielle qui nous permet vraiment de comprendre au mieux les problématiques de ce secteur et d'amener le point de vue cybersécurité et aussi industriel sur les sites avec des équipes qui sont au plus près des lignes de production, de la supply chain, etc. Alors, on parlait d'attaques, et d'attaques physiques et d'attaques informatiques ou logiques. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui des attaques hybrides que vous redoutez particulièrement? Quel type d'attaques redoutez-vous particulièrement dans le secteur industriel? Et évidemment, comment peut-on s'en prémunir? Camille? Oui, bon, on peut peut-être déjà commencer à parler sur les attaques qui commencent par une intrusion physique et vont mener à une attaque de cybersécurité.
On voit de plus en plus, par exemple, des attaquants qui vont faire un vol de badge où ils vont juste suivre un employé pour accéder à une zone sécurisée et après accéder à du matériel. Une fois que cet accès il est réussi, il y a juste à insérer une clé USB vérolée et voilà, pouvoir installer un malware sur les systèmes. À l'inverse, on a aussi des attaques de cybersécurité qui mènent à une intrusion physique. On a des attaques de type phishing qui peuvent donner un accès au réseau interne de l'entreprise, qui pourrait permettre, par exemple, de désactiver le système de vidéosurveillance et après de rentrer sur un site de l'entreprise. Nicolas ou Jean-Marc, je crois que c'était Nicolas qu'on avait prévu. Si on veut s'assurer qu'on résiste à ce genre d'attaque, on a effectivement besoin, Jean-Marc le disait, d'une défense en profondeur. C'est-à-dire que dissocier et se dire « bon, je m'occupe que de la cybersécurité sans m'assurer qu'on ne pourra pas physiquement accéder à mes équipements », c'est perdu d'avance. Et à l'inverse, ne traiter que l'aspect protection périmétrique des locaux en considérant qu'il y a le fameux vide d'air qui va protéger. Depuis Stuxnet, pardonnez la banalité, on sait que le vide d'air, ça n'existe plus, ça ne protège plus. Donc on est obligé d'accumuler ces couches. Que ce soit pour se protéger contre un attaquant externe ou que ce soit pour se protéger contre un insider, quelqu'un qui serait dans nos locaux de façon légitime mais qui mènerait des actions qui, elles, ne sont pas légitimes. Rien ne serait pire que quelqu'un qui s'amuserait à coller dans un bureau une borne Wi-Fi reliée au réseau de l'entreprise. Et une fois qu'on a ça, c'est donc un défaut, c'est une intrusion physique mais par quelqu'un de légitime. Et ensuite, avec une voiture garée devant le bâtiment, on peut ensuite réaccéder au réseau. Et une partie de la défense périmétrique, même cyber, s'effondre juste à cause de ça. Donc, il y a clairement une démarche de sensibilisation, il y a une démarche d'occupation du terrain vis-à-vis de ce qui peut être connecté au réseau. Alors, on pourrait ressortir des lieux communs comme le Network Access Control, qui était une vieillerie d'il y a 20 ans où on se disait qu'on allait contrôler individuellement chaque équipement qui peut être branché sur le réseau. Peut-être que dans certains systèmes industriels, il faut réfléchir à ce genre de choses et à s'assurer qu'on ne peut pas brancher n'importe quoi. Donc, c'est de la sûreté physique qui protège l'accès à l'informatique. Jean-Marc ? On se retrouve en fait face à des systèmes qui opèrent dans le monde physique, qui remontent des informations dans des centres de supervision pour beaucoup d'entre eux. Et il faut savoir que les attaques aujourd'hui sont capables de leurrer les remontées d'informations dans les centres de supervision. Donc si vous êtes opérateur dans un système de supervision, vous pouvez penser que le système est dans telle position, alors qu'en fait, l'attaquant a déjà opéré pour masquer des remontées d'alarme, ce qui fait que vous allez être amené en tant qu'opérateur à prendre des décisions qui sont contraires à l'exploitation habituelle. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui se développent très très fortement par les groupes d'attaquants. Les attaques aujourd'hui dans le monde industriel, c'est des attaques cybercriminelles de très haut niveau qu'on retrouve dans le monde militaire, qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus dans les capacités d'attaque sur des systèmes hautement critiques. Alors à EDF, on en a un paquet. Et évidemment que si aujourd'hui les opérateurs ne sont pas entraînés à faire face à ces situations, ils peuvent prendre des décisions qui vont à l'encontre de la sûreté de fonctionnement. Et donc les attaques aujourd'hui dans le milieu dont j'ai la charge de gouverner et de piloter montrent qu'on est déjà fragile. Pourquoi ? Parce que tous les systèmes de paramétrage des automates, bien souvent, ne se font pas sur le site industriel lui-même. Ils se font à l'extérieur. Ce qui fait que quand vous venez paramétrer vos automates ou paramétrer vos systèmes, vous pouvez déjà être victime d'une attaque cyber venant de l'extérieur. Les systèmes industriels qui peuvent être moins critiques sont souvent administrés par des air-gaps. Les air-gaps, en fait, c'est très clairement des opérations qui viennent se brancher directement sur les automates. Et là, pour le coup, vous court-circuitez toutes vos lignes de défense. Ce qui fait que vous pouvez mener une attaque directement sur un automate. Et là, je rejoins ce que disait Nicolas, c'est-à-dire que les mesures physiques sont essentielles pour nous, puisque c'est une ligne de défense qui permet de tracer qui accède à quoi et éventuellement savoir pourquoi faire. Et donc la surveillance dans les systèmes critiques devient vraiment un sujet de préoccupation. En sûreté, on a l'habitude de parler de PSA, de prévention, surveillance, action. En cyber, on fait un peu la même chose. On va prévenir, on va mettre en place des mesures logiques, des mesures physiques. On va surveiller les systèmes pour voir ce qui se passe dans les flux de données, dans les modes de fonctionnement du système. On va collecter les logs et on va être en capacité de pouvoir agir si on détecte des dysfonctionnements. Donc aujourd'hui, les attaques dont on fait preuve, nous, à EDF, sont de cette nature-là. C'est des attaques de très très haut niveau pour attaquer des systèmes qui sont redondés pour des raisons de sûreté. Et donc, ils attaquent sur les deux voies de sûreté en même temps.
par le biais des modifications sur les automates. D'accord. On avait aussi évoqué, je crois, dans les moyens de s'en prémunir, lorsqu'on a préparé cette table ronde, les nouvelles formes d'audit qui sont aussi diligentées, qui combinent à la fois de la sécurité physique, ou du moins du test de résistance physique et du test de résistance informatique. Hein. Donc, dans le jargon des directions cyber, on appelle ça le red teaming, mais il y a d'autres types d'audits aussi que l'on essaye d'évoquer. Nicolas, je vais juste rebondir et m'adresser à toi. Tu parlais de sensibilisation. Donc du coup, la question, c'est au-delà des dispositifs techniques, au-delà d'un certain nombre de points de contrôle que l'on peut faire, comment aussi peut-on sensibiliser nos collègues dans les usines à ce risque et pour qu'elles sachent faire la différence entre un incident de fonctionnement finalement et quelque chose qui pourrait ressembler à un début d'attaque cyber? C'est tout l'enjeu de faire cette différence. Historiquement, les gens qui opèrent des systèmes de contrôle industriel, ils ont tendance à se dire « Oh là là, ça dérive, je vais réparer ». Cette culture de la réparation, elle est liée à la culture de la disponibilité. J'essaye de rétablir le fonctionnement normal. À la fois, ça fonctionne et ça produit au niveau de qualité attendu. Et ça reste sécurisé, ça reste safe. Ça ne risque pas de blesser quelqu'un, de provoquer un accident majeur ou quelque chose comme ça. Cette culture de la réparation vite et bien, elle anéantit la capacité à déterminer si c'était une cyberattaque ou pas. Elle peut effacer les preuves. Elle peut empêcher de faire réellement cesser l'attaque et elle peut empêcher, elle peut nous priver de la possibilité de bloquer la répétition de l'attaque. De ce fait-là, on a besoin d'expliquer aux personnes qui opèrent ces systèmes qu'elles ont un devoir absolu de se poser la question, ce truc bizarre qui vient de se produire, il est plus bizarre que d'habitude. On n'a jamais rencontré cette situation-là. Tiens, le procédé dérive par rapport à ce qu'il fait d'habitude, il sort de ses limites, c'est l'automate de sécurité qui a réagi. Pourquoi ? Pourquoi l'automate de procédé, lui, il n'a pas gardé le procédé dans ses limites parce que normalement, l'automate de safety ne devrait pas intervenir. L'automate de procédé devrait garder le cadre. Donc, développer cette culture, faire cette explication texte pour que les gens qui opèrent les systèmes, les gens qui les maintiennent, qui font la maintenance préventive ou curative, se posent ce genre de questions et elles se reculent. C'est un enjeu majeur. Alors, il n'y a pas de recette miracle, il faut être au contact, il faut évangéliser sur le sujet, il faut répéter régulièrement les messages pour qu'ils comprennent que finalement, ces dérèglements un peu bizarres qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est probablement plus une action délibérée de quelqu'un que juste le fait du hasard. Mais à part être présent, à part matraquer ce message, il n'y a pas de solution miracle. Le facteur humain joue à plein. Camille, tu es sur la même idée ou au contraire, tu as une nouvelle idée de génie? Non, tout à fait. Et je pense qu'aussi, sur le plan formation, c'est très important d'aller sur site au contact des équipes pour pouvoir mener des exercices, des simulations d'incidents. C'est aussi important de faire collaborer les équipes informatiques et les équipes sur site pour me leur permettre de bien pouvoir communiquer en cas d'incident, les préparer, voir ce qui fonctionne ou les points d'amélioration à mettre en place. Jean-Marc, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, alors c'est un sujet difficile, la sensibilisation. Le fait est que passer par des exercices, c'est le meilleur moyen de faire prendre conscience aux gens à ce à quoi ils sont exposés. Mais pour faire ça, il faut des scénarios d'exercice qui soient très concrets et très factuels par rapport au mode de process. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un exercice pour faire un exercice. L'idée, c'est de compromettre un système qui opère dans le monde physique et de montrer que ce système, quand il est compromis, voilà ce qui se passe et voilà comment il faut réagir. Si vous faites des exercices uniquement sur la sensibilisation humaine, en disant attention la clé USB, etc. Aujourd'hui, tout le monde le sait que la clé USB, c'est un problème et c'est un vecteur. Mais si derrière, vous n'avez pas déjà mis en place des mesures de défense en profondeur pour faire face à ces sujets-là, quand vous allez faire votre exercice, il ne va pas prendre la consistance suffisante pour embarquer les agents de maintenance ou les agents d'exploitation. Donc il faut vraiment aller sur leur terrain, sur leur quotidien, en démontrant qu'une cyberattaque peut être faite par le biais d'une activité de maintenance ou d'une activité d'exploitation et ça peut carrément compromettre un système qui opère dans le monde physique, quel qu'il soit, même s'il n'est pas redondé de sûreté ou s'il n'est pas prévu pour la sûreté. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à faire dans les exercices. Et donc ça nécessite un peu de prise de recul, un peu de connaissance métier, beaucoup d'implication du terrain
pour justement matérialiser l'exercice au plus près de la réalité et embarquer les gens dans la réalité de ces exercices pour les faire monter en compétence sur la cyber. D'accord. Alors, une dernière question, et puis ensuite on aura peut-être un petit moment si vous avez des questions, parce que c'est toujours intéressant. Selon vous, quels sont les grands principes à appliquer en matière de cybersécurité pour renforcer la protection des infrastructures critiques? Par où commencer? Et lorsqu'on veut mieux sécuriser un site industriel, évidemment, Camille, c'est à toi que je m'adresse pour démarrer. Bon courage. Oui. Alors en premier, je dirais la séparation entre les réseaux OT et IT avec la mise en place d'une segmentation réseau et la mise en place de zones sécurisées afin de les protéger au mieux. On a aussi le renforcement du contrôle d'accès avec la mise en place du principe de moindre privilège, mettre en place de l'authentification multifacteur. Il y a aussi la partie supervision, mettre en place un SOC, un SIEM qui inclut aussi la partie industrielle et bien sûr les événements de cybersécurité en général. On a déjà parlé du coup de la formation et de la sensibilisation qui doit être répétée régulièrement auprès des équipes. Et ensuite, je dirais aussi le durcissement des équipements. On a parlé par exemple des ports USB. Il faut aussi avoir une gestion des correctifs qui permet des mises à jour régulières des équipements et limiter au maximum les accès distants aux équipements. Nicolas ? Beaucoup de mesures techniques, évidemment. Des mesures organisationnelles aussi. La nécessité d'être au contact des équipes, on l'a dit tout à l'heure. La nécessité de faire passer le message et que la cybersécurité gagne en crédibilité vis-à-vis des équipes opérationnelles. Toutes les mesures qu'on évoque là, toutes les mesures techniques, elles ne produiront pas d'effet ou même on ne trouvera pas le financement pour les mettre en œuvre si on n'a pas en amont convaincu les gens qu'il y avait un enjeu. Autant dans les grands groupes, on y arrive relativement facilement, et je pense que Jean-Marc pourra confirmer, autant plus on descend en taille d'entreprise, ou plus on descend en dissémination de l'entreprise, une myriade de petites filiales ou des choses comme ça, plus c'est compliqué parce que finalement, chacun sur son périmètre est responsable de son PNL, il ne voit pas vraiment le bénéfice de faire de la cybersécurité, donc il ne va pas financer les mesures. Et quand le RSSI, même teinté industriel, va arriver, il va être accueilli comme quelqu'un qui apporte surtout des problèmes et pas vraiment de solutions. Et donc, ça rejoint ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. L'important, c'est de monter en compétences métiers. C'est d'être capable réellement de discuter métier, discuter de risques métiers, pas de risques cyber. Les risques cyber, ça n'intéresse pas le patron d'une usine. C'est le risque métier. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous avez un four? Est-ce que vous avez peur que ce four explose? Est-ce que vous avez un procédé qui peut dégager un nuage toxique? Est-ce que vous pouvez inonder vos voisins? Est-ce que vous pouvez avoir des gens qui vont avoir une main coupée par une machine qui ne réagit pas correctement? Voilà. Déterminer les événements redoutés qui font peur au patron de l'unité de production, ça fait toute la différence. Une fois qu'on est capable de trouver une cause cyber, une origine cyber à cet événement redouté, on a capté son attention. Cet exercice, on le fait généralement à l'occasion d'une mini-analyse de risque au début d'un audit, si on a eu la chance d'être accueilli pour faire un audit. Et le message passe bien, surtout quand on arrive à mettre un risque à 20 millions d'euros en face d'un plan d'action à 200 000. C'est dans ces moments-là, quand on a un rapport de 1 à 100 entre l'effort à fournir et le risque qu'on couvre, qu'on est entendu et qu'on produit l'effet. Voilà. Ensuite, comment on dépense ces 200 000? Camille l'a dit, des solutions techniques, des process récurrents. Je déteste sortir d'un audit en disant que voilà, vous allez vous en mettre pour 200 000 balles et puis c'est réglé. Ça n'existe pas. Vous allez peut-être vous en mettre pour 200 000 balles et c'est réglé, mais après, il y a un demi-équivalent temps plein, un temps plein pour produire l'effet durablement. Ça serait s'il y avait une solution magique et universelle pour sécuriser quelque chose dans notre métier. Donc, il y a forcément une activité récurrente. Tu parlais, Camille, de patch management. Voilà, ces activités récurrentes, elles nécessitent des ressources au plus près des usines, ne fût-ce que pour faire une revue de compte de qui est légitime pour accéder au système d'information industriel. Toutes ces activités-là, elles doivent être opérées localement. Donc, le message, c'est mettre un plan d'action qui ait du sens en regard du risque. On peut pas, un risque à 20 millions d'euros, si on a un plan d'action à 19 000, ça ne marche pas. À 19 millions, ça ne marche pas. Et je comprends quand même que dans ce que tu dis,
les fameux 200 000 balles pour couvrir le risque, ce n'est pas nécessairement que des investissements de technologie. C'est beaucoup d'investissements sur des ressources et des revues de process. Tout à fait, des ressources, des revues de process, être présent dans toutes les étapes, dans la vie d'un système industriel. On ne peut pas forcément patcher un système industriel, mais on va le sanctuariser, on va l'isoler dans un réseau à part. Et surtout, on va s'arranger pour que la prochaine fois, quand on va le renouveler, quand on va faire des travaux un peu importants dans le système industriel, il faut qu'on soit présent pour les fameuses clauses que j'évoquais tout à l'heure en termes de cahier des charges. Voilà. C'est un tout. Il faut être présent dans chacune des phases, de l'idée du système industriel jusqu'à son décommissionnement avec toutes les phases intermédiaires. Et c'est cette présence et cette crédibilité du RSSI qui devient le RSSI industriel qui permet de produire les faits, en fait. Après, les solutions techniques, elles découlent de ça. Et pour en revenir à la thématique, c'est aussi peut-être une combinatoire entre des mesures de protection physique et des mesures de protection logique. Jean-Marc. Oui, absolument, puisque les mesures physiques aujourd'hui dans le domaine industriel sont extrêmement importantes. Elles permettent de préserver les systèmes dans leur environnement. Ce qui vient d'être dit, j'abonde complètement. Les mesures de défense en profondeur, quelles qu'elles soient, sont essentielles. Les mesures physiques en font partie. Pour autant, quand vous arrivez dans une démarche d'homologation d'un système critique, il faut que vous ayez bien évalué les événements redoutés et l'impact sur les fonctions du système de sûreté ou du système critique, dit critique. Et ce qui est important, c'est que le patron, en fait, il puisse mesurer en quoi c'est essentiel de corriger certaines vulnérabilités ou certains risques résiduels. Vous pouvez accepter des risques si vous avez des lignes de défense qui le permettent, mais il faut être conscient du risque que vous prenez en acceptant cette situation. Si vous proposez des mesures physiques et que vous considérez que votre système il est complètement à l'abri des attaques extérieures par rapport au fait qu'il ne soit pas connecté à Internet, etc., et que du coup vous avez une capacité de tracer qui accède au système par des mesures physiques, vous pouvez accepter certains risques logiques et du coup avoir une démarche de sécurisation qui pourrait dire au patron ce point-là, ce point-ci, ce point-là, on peut les accepter parce qu'on a ceci, cela, cela. Par contre, tous ces points-ci sont des risques résiduels, on ne sait pas les traiter, si ce n'est qu'il faudrait soit changer le système, soit partir sur une nouvelle technologie, soit revoir l'architecture de ce système par rapport aux autres, et donc envisager une grosse modification qui, elle, peut avoir des coûts notables. Et c'est tout l'enjeu d'une démarche de sécurisation par analyse de risque. Le dernier point que je voulais soumettre ici, c'est surtout le fait que toute cette démarche et cette approche de défense en profondeur, comme le disait Camille, passe par le fait d'isoler l'IT et l'OT et d'avoir ensuite différents dispositifs de segmentation ou d'approche permettant de protéger les systèmes. Et surtout, la partie détection et contrôle d'accès aujourd'hui font vraiment sens en cybersécurité. Et donc on met le paquet là-dessus, nous, côté EDF, pour avoir une capacité de suivi des logs des dispositifs. Notre enjeu premier aujourd'hui est bien de nous assurer que nos lignes de défense sont toujours intègres. On parlait de cycle de vie. Patcher, corriger un système industriel, moi j'ai des systèmes qui datent des années 2000, ils sont complètement obsolètes, on le sait. Pour autant, on a mis plein de mesures de protection pour faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de les rénover. Ça coûterait beaucoup trop cher. On a d'autres systèmes qui coûtent beaucoup moins cher, sur lesquels on a aussi décidé de ne pas faire le pas de les changer ou de passer sur des nouvelles générations de produits parce que les utilisateurs n'en ont pas besoin. Et puis enfin, on a aussi besoin surtout d'être très pragmatique vis-à-vis des agents de terrain et de leur expliquer ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire selon les circonstances d'intervention. Donc ça, c'est de la formation, de la sensibilisation. C'est un peu tout ce que tu peux compléter aussi, Camille, qu'on met en place et qu'on essaye de faire valoir dans nos cursus de sûreté nucléaire, notamment, où on a la cyber égale une ligne de défense de la sûreté. Donc on ne fait plus de sûreté sans cyber. Donc c'est vraiment des points importants. Et donc nos fournisseurs sont obligés de suivre aussi ce modèle, forcément, puisque certains d'entre eux interviennent sur nos installations et donc sont obligés d'avoir ce vernis sûreté égale cyber ou versus cyber en termes de ligne de défense. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, pour répondre à ta question de finalement par quoi commencer, le CESIN, dont tu es le président, donc le club d'experts de la cybersécurité, a produit dans le cadre d'un de ses groupes de travail un certain nombre de livrables à destination des RSSI qui leur donnent le vernis
pour passer de RSSI à RSSI industriel, parce que les RSSI peuvent avoir une hantise. Ceux qui sont issus de l'IT, qui ne font pas du tout de l'industrie, peuvent avoir une hantise consistant à dire « je ne suis pas compétent ». Alors effectivement, quand on sort d'une école d'ingénieur et qu'on a fait un cursus cybersécurité, on n'est pas forcément compétent en industrie, mais la marche n'est pas si haute. On l'a dit, il faut apprendre le métier, donc évidemment il faut aller au contact des gens du métier, mais il y a un certain nombre de choses qui permettent de beaucoup débroussailler. En fait, avec un certain nombre de vieux comme moi qui font de la cybersécurité industrielle depuis longtemps, on a essayé de regrouper des photos de nos cicatrices en fait, en expliquant que voilà les erreurs à pas faire. Donc on a un livrable de ce groupe de travail qui est le do and don't. Voilà, n'arrivez pas en t-shirt dans une usine sous prétexte qu'il fait 30 degrés à l'extérieur, parce que cette usine c'est un frigo. Donc vous allez passer une mauvaise journée. N'arrivez pas en costume parce que vous n'allez pas être crédible. Posez-vous la question de savoir s'il faut des chaussures de sécurité dans cette usine et savoir s'ils vont vous les fournir ou s'il faut venir avec. Voilà, on a un recueil de ça, on a une méthodologie d'analyse orientée industrielle qui permet de faire une analyse de risque, certes très schématique, mais en 1 heure ou en 2 heures peut-être. Voilà, on l'a vendu 2 heures. Moi, j'arrive à la dérouler en 1 heure. Mais c'est le fruit de l'expérience. On a un glossaire. C'est terrible, mais on n'a pas le vocabulaire identique. D'un côté, on va parler d'intégrité. De l'autre côté, on va plutôt parler de qualité. On va parler de traçabilité. Et de l'autre côté, selon les secteurs d'activité, on va parler de date limite de consommation, de numéro de l'eau. Voilà, il faut adapter les vocabulaires pour être compris. Et voilà, donc on a produit un effort à destination des RSSI et qui vise, dans ces livrables, à leur donner des clés pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis, comme nous, il y a quelques années, on a pu se prendre les pieds dans le tapis, et je pense que Jean-Marc doit en avoir aussi quelques-unes en tête. Voilà, donc c'est un message un peu universel. Si jamais vous avez la chance d'avoir un RSSI dans une industrie, mais qui ne veut pas s'occuper de vos systèmes de contrôle industriel, j'espère que ces 4 livrables l'aideront à rentrer dans le sujet et y rentrer surtout plus vite que moi, la trajectoire que j'ai pu avoir, qui a pris peut-être une quinzaine d'années. Et puis il y avait un dernier point quand même qu'on n'a pas évoqué, si dans les mesures de protection et de détection qui me semblent importantes, mais vous me direz ce que vous en pensez. C'est quand même que de plus en plus les équipes informatiques se dotent de centres opérationnels en cybersécurité, un peu ce qui est le PC sécurité sur la partie physique, on met un peu la même chose en œuvre côté cyber, avec ces émergences de tours de contrôle qui peuvent être aussi, me semble-t-il, partie prenante dans la chaîne de la protection d'un système industriel, quand bien même c'est pas si évident que ça, que d'identifier des événements redoutés, des scénarios d'attaque et de collecter aussi ces informations au sein de ces équipes. Je ne sais pas si ça vous évoque 2-3 retours d'expérience ou si au contraire j'ai donné un coup d'épée dans l'eau. Alors, j'aurais pas de retour d'expérience parce que aujourd'hui c'est un fantasme. Mais c'est un fantasme sur lequel on est nombreux à travailler. Je sais que les fournisseurs de SOC tendent à faire des SOC industriels qui non seulement vont aller capter des signaux faibles informatiques, des signaux faibles de cybersécurité, mais le propre d'un Security Operations Center, c'est de faire de la corrélation d'événements. Et on commence à injecter non seulement des événements techniques liées au fonctionnement de l'informatique, on va dire, mais injecter aussi des éléments qui sont représentatifs de l'état du procédé industriel. Si on voit qu'un procédé industriel dérive en dehors de ses limites, l'exemple que je prenais tout à l'heure, et qu'en même temps, on voit qu'il y a quelqu'un qui fait un scan sur le réseau, on a 2 éléments à corréler qui augmentent la valeur de chacun des 2. C'est-à-dire qu'on explique la dérive peut-être par le scan et on corrèle le scan en se disant peut-être que ce scan il a une conséquence sur la dérive. Et donc ça permet d'orienter la démarche de résolution à la fois de l'incident industriel, la dérive du procédé, et de l'incident cyber. Tiens, j'ai quelqu'un qui est en train de faire un scan. Donc c'est vers quoi le marché veut aller. Mais aujourd'hui, je n'ai pas en tête d'expérience réussie sur ça. Je sais que les sociétés qui font du SOC vont dans cette direction-là et on les accompagne évidemment parce que c'est la bonne logique. Allez choper les bons événements métiers qui vont permettre de faire une corrélation plus aboutie, plus avancée. Très bien. Eh bien, écoutez, cette table ronde est terminée. Je ne sais pas si vous avez vous-même quelques questions. On vous a laissé 10 minutes pour l'apéro puisque c'était censé être à 12h30, mais à 12h30, tout le monde mange. Donc voilà, est-ce que vous avez peut-être une question ou sinon, écoutez, on va vous souhaiter un très bon salon. Oui, il y a des questions.
Bonjour, Jean-Baptiste Gillet, Bureau Veritas. J'avais une question pour les RSSI autour de cette table, sur la gouvernance à mettre en place justement pour bien adresser le combat de la cybersécurité et de la sûreté ensemble. Vous y avez partiellement répondu avec la création de ces RSSI industriels. Au-delà de ça, et sans dévoiler le détail des douzaines d'ondes, est-ce que vous avez quelques exemples de bonnes pratiques en termes de gouvernance pour rapprocher les RSSI, les RSSI industriels et les équipes industrielles qui doivent prendre en compte les enjeux de cybersécurité? Oui, enlever la veste, mettre un coverall, un casque et des chaussures de sécurité. Ça, c'est la première bonne pratique, incontestablement. Je n'ai jamais vu un RSSI industriel qui ne soit pas capable de mettre des chaussures de sécurité. Voilà. Ça, c'est l'approche par le bas, c'est l'approche proximité. Et l'autre approche, c'est à l'autre bout. C'est apporter des éléments en haut, dans un comité de direction, pour montrer qu'il y a une réalité. Soit en se fondant sur une analyse sectorielle, en disant voilà ce qui s'est passé chez nos confrères, soit en faisant peut-être par échantillonnage un, deux, trois audits sur des installations représentatives dans le périmètre, et ensuite en remontant la synthèse de ça et en disant bon ben voilà, aujourd'hui ce qui nous défend, ce qui nous protège, c'est essentiellement le nombre de cierges, la quantité d'encens et le nombre de poules qu'on égorge. C'est bien comme stratégie de défense. Jusqu'ici ça a marché. Mais est-ce que ça suffit? Voilà, j'ai déjà utilisé exactement cette image et j'ai eu comme réponse d'un secrétaire général d'un grand groupe industriel, si vous regardez mon profil LinkedIn, vous trouverez, qui a répondu avec un petit sourire, plus un rictus qu'un sourire, disant « Ok, on s'est bien marré, mais en vrai, on va faire quoi ?» Voilà, quand on arrive à passer ce message-là et montrer que finalement les usines sont vulnérables et que ce qui nous protège aujourd'hui, c'est les incantations et pas l'efficacité opérationnelle, généralement, on déclenche le mouvement. Jean-Marc, tu veux compléter? Oui, alors, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut que tous les systèmes soient déjà connus. Donc on parle beaucoup d'inventaire. La première chose à faire, c'est la pierre angulaire, c'est de savoir quels sont les assets numériques que l'on a dans nos installations. Le point que tu soulèves, je suis complètement d'accord avec toi. Si on ne va pas sur le terrain, ce n'est pas la peine. Il faut aller au contact du terrain, il faut aller sur les machines, il faut aller voir. Voir, ça ne suffit pas, il faut comprendre. Il faut comprendre à quoi ça sert, comment ça marche. Et donc, c'est toute une histoire de processus, puisqu'en fait, les processus opérationnels aujourd'hui sont dotés de numérique. Et l'idée, c'est bien de savoir quel est dans la chaîne le numérique qui, si demain ne fonctionne plus, pourrait compromettre le processus. Donc, il faut avoir cette vision un peu holistique. Et une fois qu'on a cette vision holistique, c'est une approche par les risques, événements redoutés, etc. Et donc, après, c'est un pesage entre le coût ou le bénéfice du risque et de ce qu'il faut faire ou pas faire pour éviter qu'on soit justement compromis ou attaqué ou qu'on mette en péril une chaîne de production. Quand on a dit ça, classer les systèmes, pour moi, c'est super important parce que la security by design, dès lors que vous avez un nouveau projet, nous, à EDF, systématiquement, il passe dans des directoires et la cyber a son mot à dire. C'est-à-dire que le projet, il est reconnu comme viable sous l'aspect cyber, c'est-à-dire que les mesures de protection, les analyses de risque ont été faites, on connaît les dispositifs de défense en profondeur qu'il convient de déployer pour que le système soit intégré dans l'architecture existante. Et donc à ce moment-là, il y a un tampon cyber qui est donné et les projets peuvent se dérouler. Si le tampon cyber n'est pas donné, le projet il peut être bloqué à tout moment, mais ça reste quand même un sujet de maîtrise d'ouvrage. C'est la maîtrise d'ouvrage qui au final décide si oui ou non elle déploie les choses telles qu'elle l'a prévu ou si elle rajoute des mesures de sécurité supplémentaires. Donc tous nos systèmes sont classés, tous les systèmes classés passent dans des dispositifs de gouvernance et à chaque fois il y a un tampon cyber qui est donné pour faire la suite du projet. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une toute dernière question? Ou sinon, écoutez, on va vous souhaiter un très bon salon, une très bonne après-midi et puis merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Monsieur Rodolphe, je te laisse la place.